Macron qui répond à Trump, Musk qui veut racheter OpenAI, l'Union européenne qui investit 200 milliards d'euros. Ces derniers jours, on n'a parlé que d'intelligence artificielle et de l'argent qui va avec au Grand Palais de Paris. Mais entre les passes d'armes et les grandes annonces, que faut-il vraiment retenir de ce sommet international de l'intelligence artificielle organisé par la France? On en parle avec Élise Vignacourt et Amel Guiton, journalistes à Libération, spécialistes de l'IA. Elles étaient toutes les deux présentes à ce sommet. Pour comprendre un peu de quoi il s'agit, je pense que concrètement, ça peut être intéressant que tu nous racontes, toi, une anecdote, un moment qui t'a particulièrement marqué lors de ce sommet de l'IA. Moi, je crois que le moment qui m'a le plus marqué, parce qu'il a semblé vraiment très très long, c'était le premier soir, donc c'était le lundi soir au Grand Palais à Paris. Emmanuel Macron venait de terminer son discours et nous, les journalistes, pour vous expliquer, on nous avait mis un petit peu dans un espace un peu cadré, duquel on ne pouvait pas sortir. Et donc suffisamment proche pour le voir et l'entendre, mais quand même assez loin pour pas l'embêter, entre guillemets. Et on voyait la foule autour de lui. Et donc à ce moment-là, il était en train de faire des tours de piste et on ne le voyait pas très bien. On voyait juste la foule le suivre et donc on comprenait qu'il était quelque part par là. Et en fait, on ne pouvait pas partir. On n'avait pas le droit de partir. Et donc, à ce moment-là, il y avait pas mal de musique techno et électro. C'était vraiment une ambiance de boîte de nuit. Et en même temps, c'était cerclé de grands écrans qui diffusaient des œuvres d'art générées par intelligence artificielle. Et donc, moi, sur le moment où je plaisantais avec les confrères, je disais, j'ai l'impression d'être prise en otage par l'IA. Mais je trouve que c'est assez représentatif de ce sommet-là. Le côté un petit peu grosse fiesta de l'IA à laquelle on ne peut pas échapper, finalement. Ouais, et puis de l'attitude de Macron, on aura l'occasion d'en parler. C'est notamment Amel Guiton qui l'écrit là dans son papier récit qui revient sur ces 2 jours. Elle dit voilà, quand on regarde l'attitude de Macron lors de ce sommet, on voit et on comprend qu'est-ce qu'il aime ça, quoi. Il a un rapport à l'intelligence artificielle où il est assez fasciné. On voit aussi son excitation par rapport à ça. On aura même l'occasion de parler de son petit clip de promotion de l'événement. Toi, tu l'as senti aussi, cette excitation du chef de l'État pour l'intelligence artificielle? Juste avant d'avoir la réponse, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines discussions et aucun de nos prochains reportages. Vous pouvez aussi profiter de l'espace commentaire pour nous souffler des idées de sujets que vous aimeriez retrouver en discussion ou en reportage sur notre chaîne YouTube. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de nos discussions. Clairement, il était tout sourire sur scène. C'était vraiment son moment pour briller, quoi. C'était clairement ça. Est-ce que tu peux aussi peut-être nous replanter un peu le décor de cet événement-là, de quoi il s'agissait dans les grandes lignes? C'était quoi l'objectif et qui était convié à cet événement? Oui, tout à fait. En fait, l'objectif de cet événement qui a été préparé depuis 1 an par Anne Boubreau, donc envoyée du président sur l'IA, envoyée spéciale du président sur l'IA, c'était de mettre en avant une IA qui soit européenne et alternative aux IA américaines et chinoises qui, pour l'instant, quand même, dominent le jeu en la matière. Et en l'occurrence, d'essayer sur le papier, de créer des garde-fous, de mettre en avant une IA qui soit plus éthique, de mettre en place d'éventuelles pas règles, mais en tout cas de réfléchir à des safeguards, entre guillemets, et notamment pour rendre l'IA plus éthique, plus frugale, plus respectueuse de l'environnement. Sur le papier, c'était ça, l'événement. Est-ce que ça l'a été aussi dans les faits? Dans les faits, on se rend compte que la réalité est beaucoup plus nuancée et que dans le résultat du sommet, on voit que toute la tension a été entre mettre en avant l'innovation de l'IA et respecter certains enjeux éthiques. Et la deuxième partie est peut-être un peu passée à la trappe. On va revenir aussi tout de suite sur la petite vidéo que je voulais vous montrer du clip partagé sur les réseaux sociaux par Emmanuel Macron. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ceux en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, c'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Ok, là c'est bien moi.
C'est assez surprenant quand même cette façon de faire, cette façon d'annoncer ce sommet. Ah bah, tout à fait, c'est clairement une façon de séduire les jeunes. C'est une vidéo qui a d'ailleurs été postée sur Instagram, c'est pas pour rien. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé toi au départ quand t'as vu ce petit clip d'annonce Amel d'Emmanuel Macron? Alors moi je suis toujours très, très partagée parce qu'à la fois je vois bien le côté assez malin en termes de communication vis-à-vis du public qui va être sur les réseaux sociaux, etc. Et en même temps, pour parler comme Emmanuel Macron, c'est évident que par rapport à notamment toute la communauté scientifique, par rapport aux enjeux diplomatiques du sommet, par rapport et effectivement aussi à tout ce qui est censé en sortir en termes d'annonces, etc., on est dans une forme de décalage. Donc c'est toujours un peu le risque de jouer avec ce type de code, c'est que je pense qu'effectivement ça va parler à un certain public et pour d'autres, ça va être totalement rédhibitoire. Moi, j'ai aussi vu des réactions de gens qui disaient « mais enfin, c'est pas possible, on peut pas faire des choses comme ça ». Enfin, voilà, on est toujours effectivement sur ces deux niveaux. Et avant que tu arrives, je citais d'ailleurs les premières lignes de ton papier où tu expliques que quand on assiste à ce sommet-là, quand on regarde l'attitude d'Emmanuel Macron, on comprend qu'il adore trop ça, quoi, qu'il adore trop l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est aussi cette impression que tu as eue, toi, en effet, en assistant à un sommet, en le voyant parader, sourire, passer de l'anglais au français, comme tu dis, il est vachement dans cet esprit-là, Alors, on est deux à l'avoir écrit, hein. C'est avec Arthur et moi. Et en fait, c'est un peu la difficulté. D'ailleurs, il adore le sujet, il adore le numérique, il adore l'IA, il est effectivement à l'aise avec toute la sphère tech, économique, etc. sur ces sujets-là. Donc d'une certaine manière, on sent qu'il ne peut pas s'empêcher de se mettre au premier plan, y compris évidemment de ce type d'événement. Faut aussi pas être dupe du fait qu'on est dans une situation politique aussi qui est compliquée, où il disparaît un peu, hein, de fait, et que c'est aussi une manière de se replacer au centre de la photo. Donc il y a à la fois le naturel qui revient au galop, le leader de la Startup Nation, et en même temps l'enjeu aussi d'en profiter comme un moment de communication. Et on sent d'ailleurs que c'est un sommet qui a aussi été très embrassé par l'Élysée aussi en termes de com, alors même qu'il y a dans la boucle un écosystème, y compris institutionnel, qui est plus divers, quoi. D'où cette impression parfois que on est sur des tonalités qui peuvent être parfois dissonantes, y compris même sur des manières de poser la question de l'intelligence artificielle qui peuvent être elles aussi assez dissonantes. Il y a un autre moment de com dont on a beaucoup parlé, dont on a beaucoup vu, qu'on a beaucoup vu passer aussi sur les réseaux sociaux, c'est l'espèce de petite réponse d'Emmanuel Macron à Donald Trump. In this world where I have a good friend in the other part of the ocean saying, drill baby drill. Here there is no need to drill. It's just plug baby plug. Electricity is available. You can plug, it's ready. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est cette déclaration de Macron, à quoi elle sert et qu'est-ce qu'elle dit en fait, cette déclaration-là? De toute façon, avec cette déclaration, de manière générale, comme avec l'annonce des 109 milliards, on est dans une réponse de Macron à Trump. Honnêtement, c'est quand même un peu... C'est un peu un concours, pour le dire vulgairement, de celui qui a la plus grosse. Enfin, on ne peut pas ne pas voir cette séquence sans y penser, avec y compris une rhétorique, enfin le fameux plug baby plug, il y a un côté un peu testostéroné de Trump, et finalement la réponse, elle l'est aussi. Donc il y a ce côté-là de Trump a annoncé Stargate avec 500 milliards de dollars, et ben moi, Emmanuel Macron, je vais annoncer 109 milliards de dollars en France. Stargate, c'est les investissements des États-Unis dans l'intelligence artificielle. Ouais. Et en insistant bien sur le fait que finalement, rapporter à la population, eh ben c'est la même chose, et donc c'est une manière de dire je suis aussi fort que Trump, et avec effectivement cette réponse là sur cette petite déclaration plug baby plug, qui est une manière de dire nous on a l'électricité. Alors ce qui par ailleurs pose quand même, ça soulève un sérieux problème, c'est-à-dire que tout le monde quand même s'accorde sur le fait qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur les coûts énergétiques, environnementaux de l'IA, parce qu'effectivement les technologies, en tout cas celles qui se développent actuellement, l'intelligence artificielle générative, c'est très gourmand en ressources, c'est très gourmand en énergie. Et nous, parce qu'on aurait effectivement une énergie décarbonée, parce qu'elle est essentiellement nucléaire, tout à coup, magiquement,
ça réglerait le problème. C'est évidemment plus compliqué que ça. Et je trouve que ce genre de déclaration, effectivement, où on est un peu, dont chacun montre ses muscles, ça cache aussi, ça invisibilise ce type de problème. Et je trouve que le truc un peu démonstration de testostérone et de muscles et pas forcément tout à fait à la hauteur des enjeux, pour le dire aimablement. Dans le chat, on revient justement sur ce que tu viens de dire, sur ces 109 milliards annoncés par Emmanuel Macron. Quelqu'un nous dit, donc si je ne me trompe pas, les 109 milliards, c'est pas des investissements de l'État qui sont prévus. Alors en effet, Élise, est-ce que tu peux un peu nous détailler ce que sont ces investissements-là ? Il y a une grande partie de ces investissements qui viennent des Émirats Arabes Unis pour construire un grand campus de l'IA et notamment un grand centre de données. Donc on parlait de la contradiction qu'il y avait entre vouloir promouvoir une IA frugale et en même temps investir dans ces genres de centres qui sont extrêmement énergivores. En dehors des Émirats Arabes Unis, en fait, c'est des investissements privés. On a Amazon qui va dépenser des milliards pour construire des infrastructures liées au cloud. On a un fonds canadien qui va investir, pareil, pour construire un centre de données à Cambrai. C'est des entreprises, pour la plupart, qui dépensent ces milliards en France. Et donc ces milliards, très concrètement, ils servent à quoi ? C'est des infrastructures pour développer ensuite des outils d'intelligence artificielle ? Ouais, l'essentiel, c'est des infrastructures, c'est des centres de données, c'est des supercalculateurs. Ce qui peut d'ailleurs poser question. C'est-à-dire que là, on est sur, effectivement, par exemple, un accord cadre avec les Émirats Arabes Unis sur 5 ans. Si à un moment donné, ils décident finalement d'aller mettre leurs données ailleurs, que se passe-t-il ? Enfin, c'est pareil, ça c'est des choses dont finalement il y a eu assez peu de débats aussi sur dans le temps qu'est-ce que ça signifie. C'est-à-dire on a des investissements massifs effectivement dans des infrastructures, mais on ne sait pas non plus quel sera même l'état de l'art de l'intelligence artificielle dans 5 ans. Est-ce qu'il n'y aura pas eu aussi des manières de, je sais pas, des bifurcations. Enfin, en tout cas, ça donne l'impression que cette question-là, on l'interroge assez peu. Alors même que ce type de sommet devrait précisément être le moment où on le fait. Oui, parce que, du coup, une question un peu bête que je me pose quand je vous entends dire ça, c'est nous, quel est notre rôle là-dedans ? Est-ce qu'on a, nous, en tant que citoyens, je veux dire, est-ce qu'on a un moment notre mot à dire dans ces accords, même financiers, parfois, qui sont passés entre différentes entreprises, entre différents États, ou est-ce qu'on est totalement exclu de ce jeu-là ? Pour l'instant, on n'a pas particulièrement eu notre mot à dire. La preuve en est que il y a eu plusieurs initiatives qui se sont faites en périphérie du sommet, qui étaient des initiatives plutôt de la société civile. On a eu par exemple un contre-sommet qui a été organisé par le philosophe Éric Sadin et le journaliste à la Société de journalisme. Éric Barbier. Oui, merci. De l'Est républicain, qui du coup était un contre-sommet au cours duquel on a fait parler des personnes dont l'emploi, la profession était impactée directement par l'IA, que ce soit des professeurs dans le secteur de l'éducation, que ce soit donc des journalistes, que ce soit des acteurs, que ce soit des personnes qui fassent du doublage en voix. On a aussi des associations comme la Quadrature du Net qui ont lancé une coalition qui s'appelle Hiatus, justement pour appeler à limiter drastiquement l'IA et à résister à son déploiement. Mais ça reste des initiatives qui sont périphériques au sommet. C'est un peu l'ambiguïté constitutive de l'événement. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur une partie diplomatique classique, parce qu'il y a des chefs d'État, parce qu'il y a des envoyés de différents pays, parce qu'il y a une déclaration à la fin, qui est une déclaration vraiment de principe. C'est pas un accord, c'est pas une régulation, mais il y a quand même un groupe de pays qui se mettent d'accord sur des principes, en tout cas qui s'engagent à défendre. Il y a à côté de ça, effectivement, le côté table ronde, réflexion, faire venir des gens. Et de ce point de vue-là, les thèmes qui ont été mis en avant par le contre-sommet, notamment d'Éric Sadin, qui sont la question du travail, beaucoup, parce que c'est beaucoup des gens qui venaient de professions qui sont directement impactées. Ces questions-là, c'est-à-dire la question des risques sur l'emploi, la question des risques sur les processus démocratiques, la question des risques de sécurité même des systèmes, c'est des questions qui ont été discutées dans les tables rondes, c'était pas absent. Mais il y a à côté de ça, en fait, d'une certaine manière, Macron a un peu transformé le sommet de l'IA en Choose
Choose France, hein, qui est donc le rendez-vous qui a lieu tous les ans à Versailles et qui vise à attirer des investissements étrangers. Là, on était effectivement dans un événement hybride qui alliait les deux, mais avec en fait le chiffre de 109 milliards. C'était spectaculaire. Il suffit qu'il l'annonce le dimanche soir pour que le lendemain, tout le monde ne parle plus que de ça. Et donc, à ce moment-là, effectivement, on va dire que le côté de Choose France a quand même pris le pas, au moins dans le moment médiatique, hein, sur le côté plus diplomatico-réflexif, quoi. Dans les grands investissements annoncés, il y a aussi un autre chiffre qui a été annoncé, c'est celui des 200 milliards d'euros de l'Union européenne. Oui. Là encore, qu'est-ce qu'ils veulent dire et sur quoi est-ce qu'ils portent ces 200 milliards d'euros ? Alors, les 200 milliards qui sont dépensés, ça ne va pas être que 200 milliards de l'UE. Il y a une partie, je crois que c'est 50 milliards, si c'est ça, qui est dépensée effectivement par l'UE. Et le reste, en fait, ça vient d'une coalition d'entreprises qui compte notamment Airbus, L'Oréal, Mercedes, etc. Donc, c'est une coalition qui a été annoncée au cours du sommet et qui vise à développer une IA européenne puissante et notamment à simplifier les réglementations européennes en vigueur sur le sujet, en vigueur depuis pas très longtemps, je crois, à peu près 2 semaines maintenant. Une dizaine de jours, je crois. Une dizaine de jours, à peu près. Ouais. Et donc, déjà, c'est un peu surprenant que l'UE se soit associée à cette coalition-là. Mais donc, il y a eu cette annonce, effectivement, des 200 milliards globaux qui vont être dépensés pour construire justement une IA européenne. Et notamment, il y a une partie de ce budget-là qui va aussi aller dans des infrastructures, notamment des gigafactories. Il y a plusieurs remarques et questions dans le chat sur à chaque fois des thématiques assez particulières liées à l'intelligence artificielle. Il y en a notamment une sur plus le volet écologique qui nous dit, avec souci de production électrique, avec souci du niveau des fleuves pour les centrales atomiques, c'est faire des paris contre la planète quand même. Est-ce qu'on en a parlé des problèmes potentiellement écologiques lors de ce sommet de l'IA ? Ouais, il était censé y avoir une grande coalition autour de ça et ça a été un sujet qui a été abordé. Après, comme je le disais précédemment, là, on est face à cette contradiction on a un discours de bonnes intentions et en même temps, on a des milliards qui sont dépensés dans des structures très énergivores. C'est un peu effectivement toute la question de... Enfin, là, je trouve que c'est peut-être le sujet sur lequel le grand écart est le plus flagrant entre d'un côté effectivement une déclaration finale donc qui est signée quand même par 60 pays, donc c'est pas rien. Il y a la plupart des pays européens, il y a les BRICS, il y a pas tous, mais il y a le Brésil, il y a l'Inde et il y a la Chine. Les grands absents, c'est les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est ça. Les États-Unis, de toute façon, les déclarations de J.D. Vance étaient extrêmement claires. Ils veulent s'engager à rien et finalement, moins il y a de normes et mieux ils se portent. Les raisons de la non-signature du Royaume-Uni sont moins claires parce que leur envoyé a dit que il y avait des points sur lesquels ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord sans forcément donner de détails. Mais en tout cas, il y a vraiment une proclamation on veut faire en sorte que l'intelligence artificielle ne soit pas néfaste pour la planète. Et il est beaucoup question, et depuis plusieurs mois, la notion de frugalité notamment. C'est intéressant, c'est de dire en fait, véritablement de s'interroger sur les systèmes qui sont développés aujourd'hui et essentiellement d'ailleurs le coût en termes de ressources et en termes d'énergie de l'IA générative proprement dite, parce que je pense que c'est quand même une des plus coûteuses, et de s'interroger sur est-ce qu'il ne faut pas effectivement réussir à sortir de ça, réussir à bifurquer. Et donc l'idée d'IA frugale, c'est quand même c'est faire en sorte qu'elle consomme le moins possible. Et c'est vrai qu'à côté de ça, quand on entend parler de data center géants, forcément ça interroge. Et là on est dans la contradiction vraiment entre la proclamation collective et diplomatique où on essaie quand même de porter quelques grands principes, et puis le moment où en fait chacun revient à ses intérêts bien compris, et les intérêts bien compris aussi côté français, manifestement, c'est d'attirer le plus de milliards d'euros possible pour construire des infrastructures géantes. Mais comme l'annoncent les États-Unis, encore une fois, on retombe, on sent qu'il y a quand même un peu l'idée qu'il faut sortir de la course et en même temps personne n'en sort.
Et d'ailleurs, ça me fait penser, je m'étais posé la question, souvent ce qu'on dit aussi, c'est que l'IA pourrait aider à lutter contre le réchauffement climatique. Et d'ailleurs, à ce grand sommet sous la nef, il y avait plein de stands qui présentaient plein de projets d'IA, plein de startups, etc. Et donc, il y avait quelques startups qui, justement, étaient spécialisées, faisaient des IA pour aider à lutter contre le réchauffement climatique, sur des enjeux environnementaux, etc. Et donc, je suis allée en voir quelques-unes en leur posant la question, justement, parce que ça m'interrogeait. Je me disais, mais cette contradiction-là, est-ce que vous la voyez et comment vous l'assumez, comment vous portez un discours qui amène à dire que l'IA va un peu sauver le monde et en même temps, tout en acceptant le fait qu'il y ait des data centers qui soient créés, etc. Et ce qu'on m'expliquait, c'est qu'on on parie sur le fait que les bénéfices vont dépasser le coût. On va faire des progrès qui vont être tellement phénoménaux que finalement, ça va compenser ce qu'on va perdre avec les data centers. C'est un peu ça la croyance générale sur ce sujet-là. C'est quand même aussi un milieu dans lequel la pente vers le solutionnisme technologique, elle existe, on le sait. Cette idée que magiquement, en fait, les technologies qu'on développe devraient nous permettre de régler les problèmes de la planète, c'est pas neuf. Et on sait qu'en réalité, ça marche pas très bien. Enfin, moi, j'ai entendu aussi le même discours sur Internet, de manière générale. J'ai entendu aussi un discours très optimiste. À l'époque, on disait même techno-BA au moment des printemps arabes, où tout le monde disait « Ah oui, c'est formidable, les révolutions Facebook, etc. » Alors qu'en fait, bon, évidemment que les réseaux sociaux étaient des outils. Mais enfin, à un moment donné, quand des régimes autoritaires chutent, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont mobilisés de manière très physique, qui sont allés dans la rue, etc. Donc, c'était pas des révolutions Facebook. Mais il y a souvent ce mauvais réflexe de croire que il y aurait une espèce de qualité forcément positive, intrinsèque du progrès technologique, alors qu'on a quand même la possibilité de constater tous les jours que ça se passe pas comme ça du tout, quoi. Et je sais pas, on a notamment l'exemple des réseaux sociaux dont on a le sentiment aujourd'hui qu'en fait il y a des choses qui nous échappent totalement parce que il y a des bouleversements d'équilibre, bon, notamment on pense évidemment à Musk, X, etc. Et que nous derrière, avec notre très bon texte qui est le Digital Services Act au niveau européen, en fait non, ça suffit pas. Ça suffit pas parce que la techno elle-même va vite, que en fait Musk, les algorithmes changent sans qu'on ait la main dessus, et donc cette espèce de croyance qu'on réussirait magiquement à régler la crise climatique avec l'IA, là pour le coup j'avoue que je trouve que quand Eric Sadin met le doigt dessus en disant bon, tout ça n'est pas très rationnel et on est dans le solutionnisme technologique chimiquement pur, il n'a pas tort quand même. Eric Sadin, l'organisateur, on le mentionnait tout à l'heure, du contre-sommet, qui se tenait en même temps du coup que ce sommet de l'IA à Paris. Pour revenir aussi rapidement sur la déclaration commune qui a clôturé ce sommet, qu'est-ce qu'on en retient très concrètement de cette déclaration-là? Est-ce qu'il y a des choses contraignantes, ou en tout cas des vraies choses inscrites dans le marbre qui vont mettre des limites, poser un cadre, ou alors est-ce que c'est simplement une déclaration? Non, il y a rien de contraignant. Et c'est pas très étonnant. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que la gouvernance mondiale, comme on dit, de l'intelligence artificielle, à ce stade, elle n'existe pas. Et on a bien vu notamment que sur des questions comme, par exemple, la cybersécurité, il y a des choses qui mettent vachement de temps en fait à se construire, parce qu'il faut réussir à mettre les gens autour de la table, il faut réussir à faire en sorte qu'ils puissent éventuellement se mettre à peu près d'accord sur des trucs. On sait qu'au final, de toute façon, il y aura forcément une architecture un peu complexe. C'était ce que disait l'ambassadeur pour le numérique dans l'interview qu'on a publiée lundi. In fine, les gens qui travailleront sur les impacts de l'IA sur le travail sera sans doute pas les mêmes que ceux qui travailleront sur les normes de sécurité des systèmes. Mais là, on est vraiment, vraiment au tout début. Il y a, je pense, une volonté partagée par beaucoup de gens et par beaucoup d'États de dire il faut quand même se mettre d'accord un minimum sur des trucs pour éviter que ça parte complètement en cacahuète. Et ça, c'est un truc qu'on sent notamment très fort depuis 2022, 2023, 2024, notamment parce qu'il y a eu des alertes de chercheurs. Alors, bon, est-ce que ça portait vraiment sur le risque existentiel, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des systèmes d'intelligence artificielle peuvent représenter un risque pour l'humanité.
Est-ce qu'on en est là à court terme? Probablement pas. Moi, il y a aussi des gens qui m'ont dit, en réalité, le risque à court terme, c'est plus celui d'un duopole qui écrase tout le monde, avec d'un côté les IA américaines et de l'autre côté les IA chinoises. Et ça, évidemment, bon, c'est un truc qui a été qui était moins discuté jusqu'à maintenant. C'est vraiment le leader incontesté, États-Unis, Chine. Ils ont une longueur d'avance sur tout le monde. Voilà, ils ont une longueur d'avance sur tout le monde, et y compris évidemment quand on est les États-Unis, qui est la première économie mondiale et qui en plus là avec une administration qui a décidé de ne plus du tout s'embarrasser de limites. Bon, on peut raisonnablement penser que oui, effectivement, ça risque d'aller vite, et donc il y a, je pense, une volonté partagée par beaucoup de gens de dire il faut qu'on pose des principes, il faut qu'on prenne en compte effectivement les inquiétudes qui montent de la société civile parce qu'elles sont extrêmement fortes, hein, sur la question de l'environnement, sur la question du travail aussi. Enfin, là pour le coup, c'est ce fameux contre-sommet, c'était quand même essentiellement là-dessus parce qu'il y avait des gens de plein de professions en fait qui disent mais attendez. Nous, on voit débarquer des trucs, on a l'impression que tout ça n'est pas bordé, etc. Et donc, ce genre de texte, il a le mérite d'exister, mais évidemment, il n'est pas du tout contraignant. Et donc, moi, j'allais dire, en fait, il y a presque deux aspects qui sont importants. D'abord, c'est des gens qui disent, on veut pousser à mettre en place une gouvernance internationale. Donc, ça veut dire qu'à minima, ils s'engagent à continuer à discuter. Bon, ça, c'est toujours ça de prix. Et puis, c'est les signataires aussi. Donc évidemment le fait que les États-Unis n'en fassent pas partie, c'est extrêmement signifiant, mais le fait que la Chine en fasse partie, c'est aussi signifiant, c'est-à-dire qu'ils considèrent que il faut qu'il y ait du multilatéralisme sur le sujet, et on a dans le profil des différents pays voilà, ils sont nombreux, et puis il y a des grandes puissances en dehors effectivement des États-Unis et du Royaume-Uni, et ces gens-là se disent il faut qu'il y ait du multilatéralisme. Et ça, disons que dans le monde dans lequel on vit, où on sent venir des logiques d'affrontement de plus en plus, on va dire nues, quoi, où plus personne ne s'embarrasse tellement de faire semblant, et notamment côté américain, dans ce moment où effectivement ça devient très violent et où ça se fragmente, le fait qu'il y ait quand même une espèce de socle d'États qui disent bah non, nous en fait on pense qu'effectivement il faut du multilatéralisme, il y a des discussions à l'ONU par exemple, ça c'est vraiment c'est toujours ça de prix. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut retenir. Quand tu parles d'affrontement, moi ça me fait penser aussi à un des sujets qui est concerné par la question de l'intelligence artificielle, c'est le sujet de la défense, sur lequel tu travailles aussi à Libération, et tu as pu travailler aussi cette semaine puisque lundi avait lieu un rendez-vous autour de ces questions d'intelligence artificielle et de défense. On sait aussi, et Libération a notamment documenté des choses là-dessus, que l'IA était utilisée parfois par Tsahal, par exemple l'armée israélienne dans le conflit en Palestine. De quoi il s'agissait lundi quand on a pu parler d'IA et de défense, et quels sont un peu les grands enjeux par rapport à ça? Alors effectivement, c'était des tables rondes dans lesquelles il y avait des hauts gradés de l'armée. Il y avait un représentant de la Hollande aussi, enfin des Pays-Bas, qui était là. Il y avait un représentant du Comité international de la Croix-Rouge, si je me plante pas. Il y avait des entreprises aussi du secteur de la défense. Et je pense que l'idée, c'était un peu de poser les grands enjeux avec... Bon, là, pour le coup, on est dans un truc un peu particulier, y compris, je trouve, qui pose aussi la question de manière très crue, encore une fois. C'est que ce que disent les militaires, c'est... Bon, aujourd'hui, de toute façon, de l'IA, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus dans la défense pour des choses aussi diverses que la gestion RH ou effectivement la détection et l'analyse de cibles, la détection de véhicules ennemis, etc. Donc on sent que ça va de plus en plus vite. On voit aussi, et ça c'est sans doute ce qui est le plus alarmant en réalité, on voit aussi que sur les terrains de conflit, il y en a de plus en plus, avec les deux exemples dont absolument tout le monde parle, qui sont la guerre en Ukraine et la guerre à Gaza, avec des choses très différentes. C'est-à-dire que la guerre en Ukraine, l'IA permet de corriger le rapport du faible au fort. C'est-à-dire qu'en fait, face à une armée russe qui est plus nombreuse, l'Ukraine se sert beaucoup d'IA, et notamment, effectivement, pour détecter des objets ennemis, etc. Ils utilisent beaucoup d'intelligence, ce qu'on appelle de renseignement en source ouverte, etc. La guerre à Gaza, c'est l'inverse. Hein, ça aggrave le rapport du fort au faible, avec, effectivement, tout le travail qu'a fait Check News sur l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle pour détecter des cibles, avec une campagne de bombardement qui était d'une intensité assez inédite et qui a été extrêmement meurtrière. Et ça pose vraiment question parce que y a à la fois l'idée que il faut se mettre au niveau
Parce que là, se mettre au niveau est une question de vie ou de mort sur le champ de bataille. Enfin, en tout cas, c'est le discours des hauts gradés, et c'est pas faux d'une certaine manière. C'est-à-dire, les conflits de demain, ça va être ça. Et en même temps, tout le monde se rend bien compte qu'il va falloir mettre des curseurs à certains endroits. Et en fait, la vraie difficulté, moi je me souviens notamment qu'il y a encore quelques années, le débat était sur système totalement autonome ou système avec un humain dans la boucle. Bon. Aujourd'hui, le débat, il est plus là. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir le rapport sur l'IA que vient de sortir le comité d'éthique de la défense. En fait, la question, l'humain dans la boucle, d'accord, mais à quel niveau ? Et à quel point ? C'est-à-dire qu'il y a notamment un papier de 2 chercheuses de l'Institut français de relations internationales qui est paru dans une revue qui s'appelle Politique étrangère. Elles disent l'utilisation de l'IA sur les champs de bataille, on ne va pas vers une guerre plus propre, en fait, on va vers une guerre, entre guillemets, plus sale. C'est-à-dire que ça intensifie en réalité. Il y a de plus en plus de cibles, effectivement, qui sont détectées et donc choisies. Et la place de l'humain là-dedans, c'est-à-dire que entre la proposition que fait la machine et le go qui est donné par l'humain, il se passe un temps tellement faible que d'une certaine manière, on a le sentiment que l'humain, en fait, il valide ce que lui propose la machine. Et là, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que un humain dans la boucle, en réalité, c'est pas suffisant. Il va falloir à un moment donné, effectivement, et le rapport d'ailleurs du comité d'éthique dit il faut des systèmes qui soient en capacité de faire varier le degré d'autonomie, entre guillemets, mais ce qui veut dire que d'une certaine manière, ça valide aussi cette idée aujourd'hui que selon les contextes, selon l'intensité du conflit, le degré d'autonomie du système va être plus ou moins élevé. Et donc là, on voit bien qu'on est en train de rentrer dans un truc dont on ne sait pas très bien où ça nous mène. Je pense qu'il y a quand même une conscience, en tout cas dans le discours du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, là c'est pareil, il était un peu sur les deux. C'est-à-dire, il disait... il faut qu'on ait ces capacités techniques, parce que, en fait, il faut qu'on assure notre défense. Mais il y a un moment où il va falloir faire attention à la fuite en avant, et il faut se poser cette question-là. Et il disait de manière un peu ironique, quand nous, Européens, on dit ça, on passe toujours pour, effectivement, ceux qui veulent tout freiner, mais là, l'histoire nous enseigne qu'il va falloir, effectivement, faire très attention, et évidemment, tout le monde a en tête la question du nucléaire et de la prolifération, et il va falloir se poser clairement la question d'une forme de contre-prolifération, et effectivement, de doctrine d'emploi, et de la façon aussi dont il va falloir... parce que là, ça vient clairement, on voit que ça commence à percuter le droit international, en fait. Bon, c'est quand on voit effectivement la manière dont les systèmes d'IA ont été utilisés à Gaza, et donc il va y avoir un travail d'ajustement à faire, et là encore, un travail de négociation, et on sait que c'est très long. Et c'est ça qui, effectivement, est très compliqué et quand même un peu angoissant, c'est qu'on sait que les négociations multilatérales, elles prennent toujours beaucoup de temps, et que la techno, elle va à toute vitesse, et que donc, effectivement, là, disons qu'on est sur un sujet où les enjeux d'éthique, les enjeux de droit et les risques, tout ça est quand même extrêmement élevé. Et j'en profite pour saluer nos nombreux nouveaux viewers qui nous ont rejoints via le raid de Samuel Etienne. Merci beaucoup Samuel Etienne pour ce raid. Pour vous restituer un petit peu l'objet de nos discussions, on revient sur le sommet de l'IA qui se tenait à Paris ces 2 derniers jours. On parle de tous les sujets qui sont liés finalement à l'IA et dont il a été question lors de ce sommet. Comme d'habitude, et donc je le rappelle je l'indique pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous pouvez nous poser vos questions dans le chat et puis je les relais ensuite à nos 2 invités. Aujourd'hui, nous sommes avec Élise Vignacourt et Amael Guiton qui étaient au sommet de l'IA et qui font partie de nos journalistes spécialistes notamment de ces questions d'intelligence artificielle ici à Libération. Pour poursuivre nos discussions, Élise, je voulais revenir aussi sur un épisode dont on a aussi pas mal parlé lors de ce sommet parce que finalement, il n'était pas présent physiquement, mais Elon Musk, on en a parlé, il s'est manifesté, notamment lors d'un épisode... Pensée. Ouais. C'était un peu le spectre qui... Il a réussi à faire parler de lui en tout cas. D'ailleurs, il y a un billet d'Arthur Serre dans l'idée qui se plaint en quelque sorte de ce personnage un peu encombrant de ce sommet de l'IA. Elon Musk qui a eu du coup un petit échange finalement avec Sam Altman. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet épisode, Élise ? Oui, tout à fait. Alors ça s'est passé en heure française de la nuit de lundi à mardi, où on a découvert que Elon Musk a annoncé qu'il
proposé de racheter OpenAI, donc la société derrière ChatGPT, qui est donc dirigée par Sam Altman, pour 97 milliards de dollars. Une proposition qui est donc faite avec un consortium d'investisseurs. Alors qu'elle est évaluée à 30 milliards, non? Oui, c'est pas... c'est ça. Après, le point un peu technique, c'est que lui propose de racheter la partie non-profit de la société qui est plutôt valorisée autour des 30 milliards. Ça, c'est pour le point technique. Mais donc cette proposition de rachat non demandée, par ailleurs, d'Elon Musk, suscite évidemment une réaction de Sam Altman, qui lui répond dans un premier temps directement sur son propre terrain de jeu, qui est le réseau social X. Il lui dit merci, mais non merci. Par contre, si tu veux, moi je peux te racheter Twitter pour quelques 9 milliards de dollars. Voilà. Sam Altman, je pense que c'est un sujet qui a dû bien le suivre tout le long de son voyage parisien mardi. Quand on l'a vu arriver au Grand Palais, c'est l'une des premières questions qui lui ont été posées par les journalistes présents. Alors, OpenAI, à vendre ou pas à vendre? Évidemment, pas à vendre, a-t-il répondu. C'est une question également qui lui a été posée par la ministre déléguée à l'intelligence artificielle, Clara Chapaz, sur la scène de la Station F, qui était un autre lieu du sommet. Alors, OpenAI, à vendre ou pas à vendre? Réponse de Sam Altman, non, toujours pas. Donc voilà, donc en fait, cette proposition de rachat-là, elle est, on va dire, elle était inattendue, mais au vu des tensions personnelles qui associent Sam Altman et Elon Musk, elle n'est pas non plus hyper surprenante, surtout quand on connaît le personnage de Musk, qui a tendance à faire des grandes déclarations qu'il tient ou ne tient pas, ça dépend. Sur le sérieux de cette proposition-là, les spécialistes que j'ai eus par ailleurs m'ont plutôt pensaient que c'était pas très sérieux et que c'était plus pour déstabiliser OpenAI qu'autre chose, ce que Sam Altman a lui-même souligné dans une interview à Bloomberg. Donc sur le passif des deux personnages, il faut savoir qu'ils ont quand même une relation assez intéressante, puisqu'ils font tous les deux partie du groupe de personnes qui a fondé OpenAI en 2015. Donc à cette époque-là, OpenAI c'était une fondation qui était donc toujours à but non lucratif, enfin qui était à l'époque entièrement à but non lucratif, et qui donc voulait sur le papier déployer une technologie, une intelligence artificielle qui serait en faveur de l'ensemble de l'humanité, qui serait ouvert, qui serait éthique, etc. Il se trouve que 3 ans plus tard, Elon Musk a quitté cette société pour des raisons de conflit d'intérêts, notamment avec sa société Tesla. Et depuis, le divorce a été amorcé entre Sam Altman et Elon Musk, qui se prennent très souvent la tête. Dernièrement, ça a été autour du projet Stargate, qu'Elon Musk a très très mal pris, puisqu'il n'a pas été dans la boucle, là où Sam Altman, lui, en fait partie. Cet épisode, est-ce qu'il est en vrai plutôt anecdotique, ou est-ce qu'il nous raconte d'autres choses sur le rapport à l'IA des géants de la tech ? Non, il est pas anecdotique, dans le sens où Elon Musk aussi possède lui-même sa propre société d'intelligence artificielle, XAI, avec son propre chatbot qui est Grok. Je pense que ça montre aussi la concurrence qu'on peut voir du côté des grandes tech américaines et qui se déroule également, quoi. D'ailleurs, on redemande dans le chat le projet Stargate. On en a parlé au début du stream. Est-ce que vous pouvez rappeler peut-être ce qu'est ce projet Stargate ? Oui, effectivement, c'est en fait les États-Unis qui ont annoncé qu'avec donc un groupe d'entreprises, parmi lesquelles OpenAI, donc le fait que 500 milliards de dollars vont être dépensés pour la construction notamment d'infrastructures pour rendre les IA plus puissantes et plus performantes. Dans le chat, je vois une remarque aussi qui nous dit « Très inquiet pour le monde de l'art, auteur de BD, entre autres ». C'est vrai que la question, enfin plus généralement le secteur de la culture est aussi touché par les questions liées à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il en a été question lors de ce sommet de l'IA de la culture et des impacts potentiels sur ce monde ? Oui, tout à fait. Il y a 2 jours qui ont été dédiés, notamment pendant le week-end, et qui ont été couverts par notre collègue F. Beauvalet du service culture, qui, ces 2 jours qui ont notamment mis en avant plutôt des artistes qui utilisaient l'IA, ce qui a d'ailleurs été fortement critiqué par Éric Sadin, donc le philosophe à l'origine du contre-sommet, qui lui a plutôt invité des représentants de la culture, que ce soit des acteurs ou des doubleurs de voix, pour montrer à quel point l'IA pouvait aussi menacer leur emploi, poser des questions en termes de droits d'auteur. Alors, ceci dit, il faut quand même rappeler que la position historique et de la France et de l'Europe, elle est très en faveur du droit d'auteur.
Et que donc pour le coup, d'une certaine manière, alors les créateurs, ils ont au moins l'avantage d'être entendus dans leurs préoccupations, en tout cas sur cette question-là, c'est-à-dire en gros sur celle du pillage tel qu'ils le vivent des œuvres pour entraîner les intelligences artificielles, parce qu'il est aussi question de ça. C'est au moins un sujet sur lequel ils sont entendus et sur lequel leur parole est relayée. Et ça, c'était présent, effectivement. Je pense que c'était à la fois présent dans le fameux week-end. Il me semble que ça a été aussi redit pendant le sommet lui-même au Grand Palais. La question, effectivement, c'est d'ailleurs assez intéressant quand on a vécu aussi ce qui est mon cas, tous les débats qu'il y a pu y avoir au début des années 2000 sur la question effectivement de l'Internet, du partage de fichiers, le MP3, etc. Et des artistes. Et effectivement, à l'époque, il y avait aussi cette question du droit d'auteur qui se posait et cette question du partage de la valeur. En fait, ce qui est assez frappant dans le débat actuel, c'est qu'on retrouve des choses très voisines, sauf que là, il n'y a plus, en fait, l'internaute lambda qui a envie de partager des MP3 avec des gens. Il n'y a que les boîtes d'un côté, les boîtes d'IA en gros, et de l'autre, le secteur des industries culturelles, dans un affrontement et dans une tension. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette question du partage de la valeur ou d'une forme de rémunération, au moins elle est posée. Effectivement, peut-être que le point sur lequel ils peuvent le plus, ou en tout cas... qui est sans doute d'ailleurs leur inquiétude très immédiate et qui pour le moment est pas encore énormément posée, ça va probablement changer, c'est ce sur quoi Sadin effectivement a mis le droit, on peut lui reconnaître ça, c'est effectivement les doubleurs ils s'interrogent, en fait les créateurs s'interrogent sur effectivement les impacts directs sur leur emploi, et là c'est pas une question de droit d'auteur, c'est véritablement aussi une question de droit du travail, de comment on borde les choses, aussi de comment en fait tout le reste de la société prend le sujet. Nous, juste pour rappeler, nous par exemple à Libé, on s'est fixé comme règle que on utilise éventuellement des images générées par IA uniquement si ça a un sens éditorial par rapport à des papiers qui parlent d'intelligence artificielle générative. Mais on s'interdit évidemment d'utiliser par exemple des photos générées par intelligence artificielle pour illustrer des articles. La plupart des grands médias, ils ont pris cet engagement-là très vite, mais on voit bien que c'est pas forcément le cas partout. Et donc effectivement, oui, par exemple, les photographes, ils s'inquiètent aussi. Il n'y a pas que les doubleurs, c'est aussi les photographes. Et ça, c'est un sujet qui est presque un sujet qui est aussi un sujet éthique. Pour nous, c'est clairement une question de déontologie, mais c'est un sujet éthique de manière générale pour l'ensemble de la société finalement. Et d'ailleurs, sur le sujet du pillage de données et de comment on fait pour protéger le droit d'auteur sur ça, dans le cadre du sommet, une des solutions, entre guillemets, qui a été avancée, c'est celle de la transparence, notamment sur les bases de données qui sont utilisées pour entraîner les modèles de langage, les intelligences artificielles. Et, un des soucis principaux qu'on a sur ce sujet-là, c'est que, par exemple, les grandes intelligences artificielles américaines, on ne sait pas vraiment quel est le corpus de texte sur lesquels elles ont été entraînées, ou le corpus d'images ou de vidéos qui constitue en fait la base de cette IA et qui explique aussi parfois ce qu'elle peut livrer ou ne pas livrer. Ce manque de transparence, évidemment, pose forcément la question de à quel point est-ce que ça a été des œuvres d'artistes qui ont été utilisées contre leur gré, des livres, des photos, etc. Et donc, dans le cadre du sommet, il y a une fondation qui a été montée qui s'appelle Current AI, qui donc est une fondation qui vise justement à promouvoir à rendre disponible et à investir et à aider au développement d'outils open source et ouverts et donc transparents techniquement pour permettre à qui le voudrait, des acteurs mondiaux, des acteurs économiques, de créer leur propre intelligence artificielle
Et dans le cadre de cette fondation-là, il y a notamment une start-up qui s'appelle Pléias qui est associée au projet et qui, elle, par exemple, a monté un corpus à partir de textes qui sont intégralement publics, en fait, qui viennent des archives numériques de la BNF, qui viennent d'articles scientifiques qui ont été rendus publics. Et d'ailleurs, l'entrepreneur derrière cette société-là m'expliquait, pour revenir sur le problème du manque de transparence des bases de données, je vais y arriver, qui ont été utilisées par exemple par ChatGPT ou même par Meta pour créer leur propre système. Par exemple, à l'heure actuelle, on a Meta qui est poursuivi aux États-Unis par plusieurs auteurs et une actrice aussi par rapport à l'utilisation, qui accuse Meta d'avoir utilisé leurs œuvres pour entraîner leur système d'intelligence artificielle et qui accuse notamment Meta de s'être basé sur une librairie pirate sur Internet pour créer sa propre intelligence artificielle. Ça, pour le coup, je trouve que c'est cette histoire d'initiative, la fondation Current AI, ça c'est un des aspects les plus intéressants vraiment. C'est y compris d'ailleurs si on reprend toujours un peu cette comparaison entre des débats qui ont pu exister avant, même au moment de l'émergence de l'Internet et l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a Internet partout dans le monde, même si évidemment il peut y avoir des endroits où il y a des connectivité n'est pas la même. Enfin, il s'agit pas évidemment de nier qu'il y a des inégalités d'accès, mais enfin grosso modo Internet fonctionne partout dans le monde parce que les standards sont ouverts. En fait. Et ça, c'est et y compris d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut avoir en tête, c'est que la création de l'Internet, c'est beaucoup des chercheurs, ça vient beaucoup des universités, bon, ça vient aussi de la défense, mais les universités sont hyper présentes. Et on se retrouve en fait avec un système technique, ou même plus tard des chercheurs, je pense notamment à Tim Berners-Lee qui bossait au CERN et qui a inventé le web. Ces gens-là, ils ont l'habitude d'utiliser des standards ouverts, c'est-à-dire transparents, dont tout le monde peut se saisir, interopérables, et ils ont ça en tête dès le début, et en fait, on se retrouve effectivement avec une architecture technique à laquelle chacun peut participer. Enfin, pourquoi est-ce que le mail fonctionne ? C'est parce qu'en fait, c'est un protocole ouvert et documenté, et que moi, avec mon adresse @libération.fr, je peux discuter avec n'importe qui a, chez Gmail ou dans sa boîte, etc. Bon, c'est y compris d'ailleurs tous les gens qui disent aujourd'hui les réseaux sociaux devraient être interopérables, c'est ça qu'ils ont en tête, c'est-à-dire des systèmes ouverts dans lesquels en fait chacun peut venir avec sa brique. Bon. Et la difficulté qu'on a effectivement là avec l'IA, c'est que c'est parti des boîtes privées, et les boîtes privées, elles n'ont pas exactement la culture des standards ouverts. Alors la particularité d'OpenAI, c'est effectivement au départ, c'est une fondation, et d'ailleurs la fondation existe toujours, et qu'au départ ils disent on va faire des trucs ouverts. Bon, puis au bout petit à petit ils referment, parce que effectivement quand les intérêts économiques sont en jeu, en général c'est un peu comme ça que ça se passe. Et l'idée de la fondation, moi pour le coup je trouve intéressante, c'est de dire si on veut précisément sortir de ce côté course et faire en sorte qu'il y ait des briques que tout le monde puisse utiliser, et notamment dans les économies émergentes, parce que ça, c'est clairement le truc qui est en toile de fond de cette histoire, c'est de faire en sorte qu'effectivement, il y a un accès qui soit pas un accès hyper inégalitaire à la technologie. Et ben pour ça, en fait, il faut faire comme on a toujours fait dans l'Internet depuis le début, c'est-à-dire, il faut des standards ouverts, il faut des bases de données ouvertes, etc. Et ça, là, je trouve que, en tout cas, il y a pour moi un positionnement qui est intéressant. Enfin, quand on parle d'IA inclusive, c'est un peu un buzzword, hein, mais c'est ça derrière. C'est l'idée effectivement qu'il faut des briques ouvertes, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on arrive à partager un peu le truc, quoi, et qu'on arrive à faire en sorte que les technologies, chacun puisse s'en saisir. Et peut-être d'ailleurs, effectivement, trouver à un moment donné des bifurcations. Enfin, d'une certaine manière, d'ailleurs, on commence à le voir. Il y a quand même des gens qui disent, que ce soit OpenAI ou toutes les boîtes qui font de l'IA générative, en fait, elles partent du principe que plus on a de données, et meilleur sera le modèle. Mais il y a des scientifiques qui disent il y a potentiellement en fait d'autres voies
qui ne reposent pas forcément sur l'exploitation d'immenses bases de données. Alors moi, j'avoue que là, c'est le moment, clairement, on va pas se mentir, où je touche un peu à ma limite de compétences en termes scientifiques, parce que bon, c'est aussi des trucs qui sont compliqués, d'avoir le nez dedans et tout, et ni Élise ni moi, on est Yann Lequin. Mais même Lequin, il commence à le dire qu'en fait, voilà, il y a aussi des choses à penser différemment, quoi. Et je trouve que ce type d'initiative, ça peut nous y aider. Et du coup, pour sortir effectivement d'une logique où, en gros, pour exister et pour avoir des trucs qui marchent, faut avoir le plus de données, le plus de puces, le plus d'énergie. En fait, il y a un moment où effectivement, faut peut-être réussir à sortir. Enfin, il va falloir, en fait, on n'aura pas tellement le choix. Il va falloir sortir de cette logique-là. Et je pense que là, pour le coup, ce type d'initiative va, à mon sens, ça va plutôt dans le bon sens. Quelqu'un rebondit sur ce que vous dites en disant DeepSeek, c'est la même chose, soi-disant ouvert, sauf les données. Alors moi, j'avoue que je pense que tu connais mieux DeepSeek que moi. Ouais, alors sur les données, je ne sais pas. Au moment où le DeepSeek était sorti, c'était encore assez flou et effectivement... Peut-être que tu peux rappeler aussi rapidement ce qu'est DeepSeek. Oui, bien sûr. DeepSeek, alors donc c'est une start-up chinoise qui a lancé un chatbot qui a fait beaucoup parler, je crois que c'était une semaine avant le sommet. D'une part parce que ce chatbot était, selon certaines études, aussi compétent que les dernières versions de ChatGPT, et d'autre part parce qu'il avait été créé à moindre frais. Je ne sais plus à combien de millions c'était exactement, mais c'était beaucoup moins cher que ce que OpenAI a pu dépenser pour créer ChatGPT, par exemple. Et donc, effectivement, DeepSeek, la différence, c'est qu'il est open source sur la structure de l'IA. Sur les données, c'est vrai que les échanges que j'avais eus avec les chercheurs, si je me souviens bien, m'expliquaient que les données étaient effectivement pas encore accessibles. Il y avait une question aussi pour revenir sur la question des droits d'auteur. Et quelqu'un nous demandait très précisément, est-ce que je peux appliquer des droits d'auteur à une œuvre que j'aurais générée par IA? Est-ce que vous avez la réponse là-dessus? Ah oui, la colle. Alors en fait, j'aurais tendance à penser, mais bon, alors ça va être un peu au doigt mouillé, donc je garantis pas que ma réponse soit vraiment exacte, mais il faut quand même, le droit d'auteur peut jouer à partir du moment où il y a un auteur. En fait, c'est-à-dire que si, par exemple, si je demande à Grok une image de, je sais pas, de n'importe quoi, en fait, je suis pas l'auteur du truc. En revanche, les artistes qui travaillent à partir de modèles type Midjourney, etc., mais qui en font des choses avec une singularité, c'est-à-dire que c'est leur œuvre, eux, oui. Mais le droit d'auteur, de manière générale, qu'il soit ce qu'on appelle patrimonial ou moral, parce qu'il y a deux aspects dans le droit d'auteur, c'est un truc très français, mais il y a le droit patrimonial de, effectivement, l'exploitation d'une œuvre va rapporter des sous. Et puis il y a le droit moral, c'est-à-dire que quand un auteur est vivant, ou même, je pense, un certain nombre d'années après sa mort, de la part de ses ayants droit, on peut pas en faire n'importe quoi. Enfin, ça pose par exemple, notamment, il y a le droit de parodie existe. Mais si par exemple j'écris, je sais pas, je fais une BD en utilisant Tintin et j'en fais un album de 50 pages où je lui fais faire n'importe quoi, y compris des choses qui seraient pas du tout dans l'esprit de départ ou j'en sais rien, sans demander l'autorisation et que les ayants droit d'Hergé disent c'est pas possible, ça relève du droit moral en fait. Il n'y a pas qu'une histoire de droit patrimonial. Mais à chaque fois, ça se pose quand même sur la singularité d'une œuvre. Donc oui, non, effectivement, c'est un truc qu'a fait Midjourney ou un truc qu'a fait Grok. Si je l'utilise, je peux pas, moi, revendiquer d'appliquer des droits d'auteur dessus. Je relayais aussi cette question parce que ça me faisait penser à ce qu'on se disait juste avant le stream, Élise, sur le clip promotionnel d'Emmanuel Macron pour annoncer ce sommet de l'IA et sur lequel un journaliste lui a posé la question de mais est-ce que vous êtes bien certain d'avoir les droits d'auteur pour relayer toutes ces petites vidéos-là Ouais, tout à fait. C'est une question qui a été posée à l'Élysée par un journaliste et on n'a pas eu la réponse. Non, on n'a pas eu la réponse, mais du coup, effectivement, j'aurais tendance à penser qu'en fait... je veux dire, un prompt, c'est pas une œuvre. Donc, si c'est l'IA qui génère effectivement Macron avec des couettes, la personne qui a demandé une vidéo de Macron avec des couettes, elle peut pas revendiquer du droit d'auteur.
pour refermer cette discussion, j'aimerais, Amel, te poser la question que j'avais posée en ouverture à Élise. C'est une question peut-être un peu compliquée comme ça, spontanément, mais peut-être que tu auras une réponse, quelque chose qui va tout de suite venir à ton esprit. C'était d'évoquer le moment, qui soit anecdotique ou non, en tout cas qui raconte quelque chose qui t'a, toi, le plus marqué lors de ce sommet de l'IA, une rencontre, quelque chose que tu as vu, que tu as appris, quelque chose qui t'aurait marqué pendant ce sommet de l'IA pendant ces 2 jours. Marqué à titre personnel, je pense que j'ai encore un peu la tête dans le guidon pour ça. Ouais. Non, ce qui m'a fait rigoler, c'est qu'effectivement, au moment où j'arrive au Grand Palais, je vois direct Cédrico qui est là. Et donc, effectivement, bon, on voit bien, voilà, on voyait bien que l'écosystème était très présent. Donc, Cédrico, qui est l'ancien secrétaire d'État au numérique, mais qui surtout, aujourd'hui, fait beaucoup de conseils et de lobbying pour Mistral, y compris en tenant des positions qui peuvent être, à mon sens, assez contraires à celles qu'il tenait quand il était au gouvernement, en matière de régulation. Voilà, donc ça c'est dit. Donc, effectivement, il y a ce côté un peu, il y a ce côté un peu marrant de voir tout ce petit monde qui est là, mais non, moi j'ai plutôt envie effectivement de remettre l'accent sur ce que je trouve moins intéressant, en tout cas dans toutes ces discussions, c'est ce qui émerge, oui, en termes de voilà, on veut des standards ouverts, on veut des données ouvertes. Enfin, en gros, si je devais le résumer, j'ai tendance à penser, alors peut-être c'est du wishful thinking, mais bon, je pense qu'une autre IA est possible. Mais que pour qu'une autre IA soit possible, va falloir à un moment donné sortir de ce truc de paradigme de la puissance, qui est quand même assumé un peu par tout le monde. Bon, on l'a dit tout à l'heure avec Macron, mais finalement, von der Leyen, quand elle dit on veut avoir... elle dit quand même le leadership est pas pris et ça peut être l'Europe. En fait, la question c'est est-ce qu'on a envie de ça ? C'est-à-dire est-ce qu'on a envie que ce soit une question de leadership ? Moi, personnellement, non. Et du coup, voilà, moi, j'ai plutôt envie de retenir de ce sommet des gens qui portent cette voix-là, de dire la question, c'est pas de faire la course. La question, c'est comment on partage. La question, c'est comment on fait en sorte que les technologies elles aient un impact plus positif que négatif. La question, c'est comment on sauvegarde nos droits sociaux, comment on sauvegarde notre délibération démocratique pour que tout ça soit pas court-circuité, voire bousillé par les IA. Et la question, effectivement, c'est comment on continue à faire société en maîtrisant ce truc, quoi. Et moi que cette voix-là existe, je me dis ouais, j'ai plutôt envie de l'entendre plus et cette voix-là, elle existe, on la voit, elle est audible. Elle existe, mais d'une certaine manière, elle est toujours un peu écrasée par. Et c'est ça qui est parfois un peu. Alors moi, je trouve ça un peu rageant, c'est que c'est toujours un peu écrasé par le côté course aux investissements. Ouais. Il y a un côté moins wow effect avec cette voix-là et qui du coup est moins médiatisé. C'est sûr que quand on dit, et d'ailleurs c'est ce qu'il y a dans notre papier avec Arthur, là, c'est un représentant donc de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Lui, alors avant d'ailleurs que Macron ait répondu à Drill Baby Drill de Trump par plug baby plug, lui dit regulate baby regulate. Bon, voilà. Et évidemment, oui, ça vend moins du rêve, mais on sait que c'est ça qu'il faut faire parce qu'on sait que c'est ça qui peut nous permettre effectivement qu'on n'aille pas dans le mur avec tout ça, parce qu'il y a quand même un risque qu'on se prenne un mur à un moment. Et c'est pas le risque existentiel, hein. C'est beaucoup plus le risque environnemental, le risque social, le risque démocratique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci beaucoup Amel et Élise d'avoir été avec nous ce midi pour revenir sur ce sommet de l'IA. Merci à toi. Bonne journée à tout le monde.